Quand une personne talentueuse ne peut pas changer le système, c'est simplement parce qu'elle n'en fait tout simplement pas partie. L'ancien ministre de la Défense de l'Ukraine, Mikhailo Fedorov, s'est ouvertement opposé au président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, s'est complètement distancié de lui, s'est lancé dans une carrière politique et a appelé à organiser des élections sans aucune excuse. C'est ainsi que la chose la plus importante, la confiance entre le citoyen et l'État, est progressivement détruite. Mikhailo Fedorov s'est adressé d'urgence aux Ukrainiens après un mois de manifestations et a appelé à la création immédiate de mécanismes pour organiser des élections dans des conditions de combat en cours, affirmant que les processus démocratiques ukrainiens ne doivent pas rester sous l'influence du Kremlin ni être reportés indéfiniment. Il a également ajouté qu'en tant que personne issue du système, il connaît parfaitement la corruption et sait pourquoi, en réalité, Volodymyr Zelensky ne veut pas expliquer au peuple ukrainien pourquoi il a limogé le ministre de la Défense ainsi que l'ensemble du cabinet des ministres, malgré les manifestations qui durent déjà depuis un mois. Il est intéressant de noter que les tournures stylistiques de Fyodorov rappellent fortement le discours de campagne du président Volodymyr Zelensky en 2019. Mais ce n'est pas surprenant, car c'est justement Fyodorov qui était responsable de l'aspect médiatique dans l'équipe de Zelensky. Et le moment choisi pour l'intervention de Fyodorov n'est pas non plus anodin. Il a été choisi délibérément. C'est précisément le soir du 18 août, lorsque l'allocution de Fyodorov a été diffusée, que la Verkhovna Rada revenait de vacances et était prête à voter pour le nouveau ministre de la Défense. Zelensky a longtemps gardé le silence sur la personne qu'il proposerait au poste de ministre de la Défense. Mais lorsque Zelensky a finalement soumis officiellement au Parlement la candidature d'Yevgeny Kmara pour le poste de nouveau ministre de la Défense, Fyodorov a finalement compris qu'il n'avait plus sa place dans l'équipe du président Zelensky, et qu'il fallait donc changer globalement l'orientation de ces mêmes manifestations, desquelles Fyodorov, soyons objectifs, est lui aussi resté un peu à l'écart pendant longtemps, et a tout de même essayé de garder le contact avec l'équipe du président Zelensky. À partir de ce moment, il est évident qu'il ne fait plus partie de l'équipe, il n'est plus dans le cercle. Et il commence à changer complètement le paysage politique et la toile de fond politique de la protestation elle-même donc. Il me semble que ce n'est que le tout début. Et c'est précisément pour cela que Fyodorov est passé à l'attaque. Dans cet épisode, analysons l'appel de Mikhail Fyodorov et discutons des perspectives d'un mouvement de protestation encore plus important, ainsi que des perspectives des élections elles-mêmes. Je m'appelle Alexei Pesci, abonnez-vous vous aussi, nous allons discuter en détail de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons la barre des 300 000 abonnés, donc je vous serai reconnaissant pour chaque abonnement. Je vous rappelle aussi que j'ai une chaîne YouTube en ukrainien, Alexei Pesci. Si vous souhaitez regarder certaines actualités en ukrainien, abonnez-vous également à cette chaîne. Le lien vers la chaîne en ukrainien se trouve dans la description de cette vidéo. Comment l'État doit-il fonctionner si la guerre dure des années? Merci. Et ensuite, si la guerre dure encore 1 an, 2, 3, la Russie peut-elle réellement obtenir le droit de décider quand les Ukrainiens pourront à nouveau choisir leur gouvernement? Je suis convaincu que non. Ainsi, l'ancien ministre de la Défense de l'Ukraine, Mikhail Fyodorov, a déclaré que le pays devait élaborer des protocoles juridiques et de sécurité pour organiser des élections malgré la guerre en cours. S'adressant au peuple après son récent départ de ses fonctions, Fyodorov a mis en garde contre la suspension indéfinie des processus démocratiques pendant une guerre prolongée. De plus, Fyodorov a commencé à faire passer l'idée que la démocratie en Ukraine s'est affaiblie. Fyodorov déplace le récit du simple renvoi d'un ministre de la Défense vers une question plus large. Comment continuer à faire fonctionner le pays avec le pouvoir actuel si la guerre dure encore plusieurs années? Donc cela veut dire qu'il n'y aura pas d'élection pendant encore plusieurs années ou quoi? Et là, je dois tout de suite noter que je vois une tentative de Mikhail Fyodorov de sortir complètement de l'orbite de Zelensky, de se placer totalement en opposition directe, et de changer la rhétorique et la thématique de la protestation. Donc voilà, maintenant c'est clair, il est déjà évident que Zelensky ne ramènera jamais Fyodorov au poste de ministre de la Défense. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé il y a longtemps sur ma chaîne Telegram Petchenus. Je l'avais écrit depuis longtemps. C'est fini. On met un point final. Personne ne ramènera Fyodorov.
Donc en conséquence, le mouvement de protestation ne doit plus porter sur le retour de Fyodorov comme ministre de la Défense, mais par exemple pour demander la tenue d'élections. Il y a un danger là-dedans, parce que Fyodorov commence à jouer avec l'idée que la protestation pourrait soudainement apparaître comme une protestation contre le président Zelensky. Eh bien, poursuivons, je vais citer Fyodorov. Nous devons répondre à une question fondamentale. Comment l'État doit-il fonctionner si la guerre dure des années? Et ensuite, si la guerre dure encore 1 an, 2 ou 3, la Russie peut-elle effectivement obtenir le droit de déterminer quand les Ukrainiens pourront à nouveau choisir leur gouvernement? Je suis convaincu que non. La démocratie ne peut pas être l'otage de la Russie. Nous nous battons précisément parce que nous voulons rester un État européen libre. C'est pourquoi nous devons trouver une solution légale. Un mécanisme sûr et réaliste qui permettra à l'Ukraine de rétablir un processus démocratique complet, même en cas de guerre prolongée. Ensuite, Fyodorov oriente en fait le récit vers l'idée que c'est la Russie, par sa guerre, qui essaie de montrer, je cite, que le modèle ukrainien de liberté ne fonctionne pas. C'est pourquoi Fyodorov a souligné que Kiev doit élaborer un mécanisme légal, sûr et réaliste qui permette aux citoyens de voter même pendant les combats en cours. Il rejette l'idée que les opérations militaires justifient totalement la suspension complète des procédures électorales. Il est important de noter ici que l'ancien ministre de la Défense, Mikhail Fyodorov, a reconnu l'existence de difficultés logistiques importantes, y compris la garantie du droit de vote pour les militaires se trouvant en zone de combat, des millions de réfugiés à l'étranger et des habitants des zones proches du front. N'oubliez pas non plus qu'il y a énormément de personnes déplacées à l'intérieur de l'Ukraine, et qu'il est très difficile de déterminer où chacun votera. Cependant, Fyodorov insiste sur le fait que la complexité opérationnelle ne signifie pas l'impossibilité. Arrêtons-nous ici et analysons ces thèses, car elles sonnent bien. Il est évident que Fyodorov se range du côté de ceux qui sont pour la tenue des élections dans n'importe quelle situation. Mais examinons tous les avantages et les inconvénients, ainsi que tous les pièges cachés. Je suis d'accord avec le fait que si on le veut vraiment, on peut, excusez-moi l'expression, réécrire la Constitution, changer les lois, peut-être même faire fi de la sécurité et organiser les élections. D'un autre côté, il existe des mécanismes réels pour organiser ces élections, pour qu'elles soient démocratiques et légales. Mais soyons lucides, analysons tout de manière posée. La Constitution de l'Ukraine interdit de mettre fin au pouvoir de la Rada suprême pendant la loi martiale, prolongeant ainsi ses pouvoirs jusqu'à l'élection d'une nouvelle législature. La loi ukrainienne sur le régime juridique de la loi martiale interdit explicitement la tenue d'élections présidentielles, législatives et locales. C'est pourquoi nous sommes dans une telle impasse. Parce que, pour modifier la Constitution afin de pouvoir organiser des élections et par conséquent dissoudre la Rada suprême actuelle, il faut suivre une longue procédure au sein du Parlement. Autrement dit, il faut voter lors de 2 sessions, et ce à la majorité absolue, c'est-à-dire aux 2/3 des voix. Voilà, c'est donc un processus complexe. Cependant, encore une fois, réalisable. Mais il existe une autre option. C'est la levée temporaire de la loi martiale pour organiser les élections. Bien que ce soit une voie dangereuse, car cela pourrait entraîner, et c'est ce que craignent précisément les autorités, un important exode d'hommes d'Ukraine, si l'on suspend la loi martiale pendant un certain temps, il faudra lever toutes les restrictions. Et pas seulement lever la loi martiale pour les élections. Mais ce n'est pas le plus important. C'est vraiment pas le plus important. Les frappes constantes de missiles et de drones font des bureaux de vote des cibles potentielles. De plus de 6 millions d'Ukrainiens se trouvent à l'étranger ou sont déplacés à l'intérieur du pays. Les missions diplomatiques à l'étranger ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour organiser un vote d'une telle ampleur. Des centaines de milliers de soldats ukrainiens héroïques sont en première ligne. Leur garantir non seulement le droit de voter, mais aussi de présenter leur candidature et de garantir le secret du vote dans les tranchées est techniquement impossible. Mais là, nous nous retrouvons à nouveau dans une impasse. Parce que, selon la loi, non seulement chaque Ukrainien a le droit d'élire les autorités, mais il a aussi le droit d'être élu. Et regardez la difficulté. Il s'avère que nous portons atteinte aux droits de nos militaires. Parce qu'un militaire, par exemple, pourrait vouloir présenter sa candidature au poste de député ou de président,
Mais du fait qu'il fait partie des forces armées de l'Ukraine, il ne peut pas le faire. Parce qu'en fait, selon la loi, encore une fois, les forces armées de l'Ukraine sont apolitiques. Elles ne peuvent pas agir dans la sphère politique. Il est impossible d'organiser un vote pour les citoyens ukrainiens dans les territoires occupés. Et dans ce contexte, je pense que ce même Fyodorov pourrait nous proposer, par exemple, un vote via l'application DIIA. Alors, peu importe où et dans quelles conditions se trouve la personne, l'essentiel, c'est d'avoir Internet. Mais il existe des risques critiques de cyberattaque, de falsification et d'impossibilité de vérifier si le vote a été volontaire et secret. Tu ne peux pas le vérifier du tout. Ou alors on peut organiser un vote par correspondance, comme cela se fait aux États-Unis d'Amérique. Mais, encore une fois, à cause de l'infrastructure détruite et du déplacement des personnes, la logistique à l'intérieur de l'Ukraine ne pourra pas garantir la fiabilité de la livraison des bulletins. Mais vous savez ce qui m'inquiète le plus dans toute cette histoire ? Ce n'est même pas ce que nous avons déjà mentionné, non. Je rappelle que la loi martiale restreint la liberté de réunion, de manifestation et la liberté d'expression. Sans une véritable concurrence politique, des débats ouverts et, ce qui est important, un accès égal aux médias pour tous les candidats, les élections ne seront reconnues ni comme honnêtes, ni comme légitimes. Et comme nous le savons, il est actuellement très difficile en Ukraine de nommer des médias qui ne travaillent pas selon l'agenda du bureau du président. Le bureau du président, dès le début de la guerre, a habilement monopolisé les principales chaînes de télévision du pays. Le télémarathon est entièrement sous le contrôle de Zelensky. Et peu importe ce que certains diront, il n'est pas du tout populaire, personne ne le regarde. On le regarde. Le télémarathon est regardé. Et ce télémarathon est entièrement sous le contrôle du président Zelensky. J'ai du mal à imaginer que Zelensky laisserait ses propres concurrents accéder à l'espace médiatique. Par exemple, Fedorov, Zaloujny, je sais pas qui d'autre, Boudanov aussi, on en parle, peut-être qu'il y ira. Je ne parle même pas de ceux qui lui seront carrément opposés. Ceux-là ne seront tout simplement pas autorisés dans l'espace médiatique. En conséquence, Zelensky n'a aucune motivation à ouvrir l'espace médiatique. Encore une fois, dans des conditions de guerre, c'est aussi très difficile à faire. Et ici, au contraire, nous pouvons nous retrouver dans une situation encore plus compliquée, où toute la couverture médiatique sera centrée sur une seule personne. Et l'électeur n'aura tout simplement pas d'alternative, pas de choix alternatif. C'est aussi un problème, il faut travailler là-dessus, et il faut faire quelque chose à ce sujet. Pour l'instant, il n'y a pas de solution évidente. Mais le sujet des élections, il me semble, a été soulevé par Mikhail Fyodorov pour illustrer un autre sujet. Fyodorov a vivement critiqué la pratique administrative interne, avertissant que la loyauté politique, envers le président personnellement, devient plus importante que la compétence professionnelle. Voici la citation. Les gens ne peuvent pas vivre indéfiniment dans un état où ils ne comprennent pas pourquoi certaines décisions sont prises, pourquoi certaines réformes avancent tandis que d'autres sont bloquées, pourquoi les décisions dont le front a besoin aujourd'hui circulent pendant des mois dans les bureaux. Il est particulièrement dangereux lorsque la société commence à avoir le sentiment que le principal critère pour nommer une personne n'est pas son professionnalisme, ni ses résultats, ni sa capacité à changer le pays, mais sa loyauté personnelle envers le système. Un État moderne ne peut pas fonctionner ainsi, et encore moins un pays qui mène une guerre pour sa propre existence. Et c'est bien plus important. Zelensky a cessé d'expliquer à la société la logique de ses décisions. Plus du tout. Est-ce que quelqu'un a compris pourquoi Zelensky a en gros renvoyé tout le cabinet des ministres en Ukraine ? Pourquoi et dans quel but ? Est-ce que quelqu'un se souvient de la dernière fois où Volodymyr Zelensky a accordé une interview précisément à des journalistes ukrainiens ? Il a des interviews avec des journalistes étrangers, alors que les journalistes ukrainiens doivent se contenter de pouvoir poser une question à Zelensky. Lors d'une conférence de presse quelque part à l'étranger. Par exemple, lorsque Zelensky part en Europe et qu'il participe ensuite à une conférence de presse avec quelqu'un, c'est là qu'ils peuvent poser une question. Pas plus. Mais, il est également important de se rappeler que Mikhail Fedorov a lui aussi fait partie de ce système pendant 7 ans. Et tant qu'il avait son poste de ministre, d'abord de la transformation numérique, puis ministre de la Défense, il ne voulait rien voir de tout cela. Mais quand il a été expulsé du système, il a soudain décidé de raconter ce qui ne fonctionnait pas dans ce système. Ce n'est pas non plus une position honnête. Mais cela ne répond pas à la question de savoir pourquoi le système a complètement cessé de dialoguer avec le peuple.
En plus, il y a des questions spécifiques concernant Fyodorov. Si tu es au courant de la corruption, dont nous parlerons un peu plus tard, alors pourquoi ne donnes-tu pas de nom? Il est déjà évident que tu n'as pas ta place dans l'équipe de Zelensky. Non, ils ne le laisseront pas entrer, oui. Si vous regardez l'intégralité de l'intervention de Fyodorov, vous verrez qu'à certains moments, des photos d'Ermak et d'Arakamia apparaissent. C'est comme un indice que ces personnes sont liées à la corruption. Et Arakamia est impliqué dans le fait qu'il aide Zelensky à nommer ou à renvoyer certaines personnes. Mais pourquoi ne pas le dire directement? De plus, Fyodorov a affirmé que la corruption en temps de guerre sape directement la défense. Elle détourne des fonds essentiels de l'achat de munitions, de drones et de fournitures médicales. Voici la citation suivante. Le pouvoir implique des responsabilités, a déclaré Fyodorov, décrivant les élections comme l'outil le plus important pour maintenir la confiance du public et la responsabilité du gouvernement face à des menaces existentielles. Mais je le souligne encore une fois, l'intervention de Fyodorov a coïncidé avec la nomination par le président Zelensky de Yevgeny Kmara, ministre de la Défense par intérim, pour approbation par le Parlement. Yevgeny Kmara devienne ministre de la Défense à part entière. Ce qui témoigne du fait qu'il n'y a désormais plus de place pour Fyodorov dans l'équipe de Zelensky. Mais, tant que Fyodorov espérait encore qu'il pourrait rester dans l'équipe de Zelensky, il ne faisait pas de telles déclarations. Je suis plus que certain que cette déclaration de Fyodorov a été préparée depuis longtemps. Et, j'espère, quelques vidéos ont été préparées et nous les verrons bientôt. Et elle était là, attendant son moment. Parce que Fyodorov pensait que, si jamais Zelensky, quand la Rada suprême reviendrait de vacances, il proposera ma nomination, Mikhail Fyodorov. Ces vidéos resteront quelque part dans un tiroir s'il présente ma candidature. Sinon, on joue le tout pour le tout. Que cela signifie pour ces bandits. Regardez vous-même l'intégralité de l'adresse de Mikhail Fyodorov, car ils sont bien plus que ce que je peux dire. Évidemment, vous y verrez aussi certains points qui vous parleront. Et répondez à la question suivante. Quel était exactement le message et surtout, pourquoi Mikhail Fyodorov a-t-il essayé de le transmettre? Personnellement, à ce stade, j'ai une question pour Fyodorov. Je comprends qu'il se lance en politique, c'est déjà évident. La question est qu'il se peut qu'il ne survive pas en politique. Parce que si les élections n'ont pas lieu pendant encore quelques années, eh bien, les Ukrainiens se trouveront simplement un nouveau héros, et Fyodorov tombera simplement dans l'oubli. Mais j'ai une question pour lui. Pourquoi l'ex-ministre de la Défense n'a-t-il jamais signalé, non pas publiquement à nous, mais aux forces de l'ordre, les faits de corruption à l'intérieur du système, qu'il mentionne dans son discours? Il est évident que Fyodorov les connaît parfaitement, car il a été à l'intérieur du système pendant 7 ans. Je vais m'arrêter là, à vous de donner votre avis, vos conclusions. Écrivez dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche. Et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous. Et c'est particulièrement dangereux lorsque la société a le sentiment que le principal critère pour nommer une personne n'est ni son professionnalisme, ni ses résultats, ni sa capacité à changer le pays, mais sa loyauté personnelle envers le système. Un État moderne ne peut pas fonctionner ainsi. Et encore moins un pays qui mène une guerre pour son existence.